disons, à différents niveaux. Bon, déjà, à l'échelle personnelle, que ce soit au niveau personnel ou même en tant que médecin, finalement, c'est une crise qui nous a quand même beaucoup perturbés, interrogés dans nos pratiques, avec en plus beaucoup d'inconnus. Donc, on a découvert finalement, nous qui sommes médecins, ce virus au fur et à mesure, et puis tout ça dans un flot médiatique quand même assez important. Donc, il y a eu cette découverte sur le plan personnel, avec tout ce que ça bouscule, même sur le plan familial. Après, je l'ai vécu aussi beaucoup donc, en tant que professionnel de santé de l'hôpital public, avec une forte mobilisation. En tant que professionnel de santé, finalement, on s'est retrouvé très vite, très impliqué, avant même que l'État, le plan blanc soit mis en œuvre. On avait déjà été sollicité et il a fallu mobiliser beaucoup d'énergie. Donc, au titre de ma spécialité, notamment les soins palliatifs et l'éthique, j'étais très mobilisé et vraiment rapidement sur le terrain. Et puis après, également impacté d'un point de vue managérial, puisqu'il a fallu, entre guillemets, reconfigurer les hôpitaux. Et là, c'est vrai qu'en tant que chef de pôle, énormément impliqué également. Voilà, donc impliqué à plusieurs niveaux, avec finalement une chance d'être dans une région qui a certes été fort impactée, mais qui n'a pas été débordée comme l'ont été certaines régions. Donc, c'est vrai que pour la région de France, on a été très concerné par le Covid, mais par rapport à d'autres régions qui ont été débordées d'emblée par une crise, je pense au Grand Est, on a eu cette chance d'être préservé et d'avoir cette petite inertie par rapport à eux qui nous a permis de maintenir le cap. C'est un vrai défi, ça je vous le confirme. En fait, on l'a constaté à plusieurs niveaux. Il y a le niveau des fameux GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Mais au-delà de ça, finalement, au niveau d'un territoire tout court et sorti du système public de la coopération privée-publique, quelle qu'elle soit, que ce soit des cliniques avec les hôpitaux, des médecins généralistes avec les hôpitaux, de tous ces acteurs entre eux, et y compris au-delà de ça avec les établissements médico-sociaux, les EHPAD. Moi, à titre personnel, je me suis beaucoup impliqué dans la partie gestion des EHPAD dans le cadre de ma spécialité, que sont les soins palliatifs, puisqu'on finalement, on est venu à proposer une astreinte pour 80 EHPAD, ce qui est énorme. Et puis après, au-delà de ça, coopération qui ont concerné aussi les systèmes d'information, mais aussi le lien qu'on a avec les agences régionales de santé. Voilà, donc c'était coopération, je dirais, tous azimuts, multiples, et aussi d'autres types de coopérations un petit peu nouvelles, comme des coopérations avec des industriels, avec des acteurs pour lesquels on n'était pas forcément directement, nous, praticiens de terrain, je ne parle pas des structures logistiques de nos établissements, mais pour lesquels on n'était pas directement en contact, et on a appris à travailler aussi avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu un grand défi autour des coopérations. Le premier défi, ça a été finalement de rendre ces coopérations efficientes. Et pour moi, c'est ce que je retiens de cette crise, c'est que finalement, on s'est rendu compte que tout n'était pas si évident que ça, et que rendre ces coopérations efficientes, c'est vraiment un travail de tous les jours. Alors, les enjeux sont majeurs. Pour reprendre votre question, les enjeux sont majeurs, et je pense que cette crise est justement l'occasion d'illustrer le fait qu'on a des enjeux majeurs autour du partage d'informations. Malheureusement, c'est pour moi un constat qui est quand même assez mitigé. Pour faire très simple, j'aurais tendance à vous dire qu'on a pu vraiment matérialiser à travers cette crise le facteur humain, avec la mobilisation humaine, professionnelle de santé, mais humaine au sens large, qui a été remarquable et magnifique, et sans défaillance, avec certes des choses pas parfaites, mais sans défaillance. Et je pense qu'on ne peut pas en dire autant des systèmes d'information. En tout cas, dans mon expérience, ça ne regarde que moi, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé vite confronté au fait que finalement, on n'était pas prêt du tout en termes de système d'information. On le savait, mais pour le partage des informations, mais aussi pour l'efficience dont je parlais tout à l'heure des systèmes d'information, on n'était pas prêt. Et finalement, la crise est venue cristalliser des besoins massifs à un temps T, et les systèmes d'information n'ont pas répondu OK. Donc, moi, je pense qu'il y a un delta énorme dans cette crise entre la capacité, la mobilisation des professionnels de santé et malheureusement l'inefficience ou l'efficience partielle des systèmes d'information concernant à la fois le partage de données, mais également les outils eux-mêmes, que ce soit sur le versant hardware et software. Et ça, nous, on l'a vu, on a été heurté de plein fouet par cette réalité.
Là, pour le coup, c'est un enseignement qui est vraiment important parce que ça vient finalement questionner notre système de santé, la façon dont il est organisé. On a lu beaucoup de choses dans cette période Covid, et notamment, il a été salué l'excellence du système de français dans certains articles, notamment par sa capacité de centralisation. Moi, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a fait que le système de français a été performant avec quand même beaucoup d'inconnus sur le plan logistique, sur le plan humain, sur le plan même médical pur, puisqu'on a découvert ce virus au fur et à mesure. Ce qui a fait la force du système de santé français, ça a été cette capacité d'être agile par une certaine forme de décentralisation. Pour moi, la crise Covid a mis en évidence le fait que les hôpitaux étaient capables de se reconfigurer, et finalement, sans forcément attendre des recommandations qui venaient de plus haut, échelle ARS, échelle ministère, parfois même contradictoires sur une même journée, et donc cette capacité de se restructurer. Alors, pour moi, du coup, pour la prise de décision, le facteur clé a été notre capacité finalement de prendre des décisions à l'échelle des hôpitaux, à l'échelle territoriale. On a la chance à Valenciennes d'avoir un système managérial très décentré vers les pôles d'activité, et pour moi, ça a été clairement une force dans cette crise, même si ce n'était pas parfait, puisque les inconnus, on les côtoyait tous les jours comme tout le monde. Mais pour moi, la force venait de cette capacité à se décentraliser. Et après, effectivement, on se connectait avec les agences régionales de santé, ou en tout cas leurs recommandations, et puis celles du ministère. Mais on avait souvent un temps d'avance sur le terrain par cette agilité qui était liée à la décentralisation du système qu'on a mis en place. Donc pour moi, dans mon expérience, mon humble expérience personnelle, dans la prise de décision, ce qui est majeur, c'est de laisser les acteurs de terrain prendre des décisions. Alors, c'est une question qui est à la fois intéressante et à la fois complexe. Effectivement, c'est un des grands enseignements de cette crise aussi, c'est de découvrir à quel point la désinformation pouvait circuler et de façon rapide et surtout nous impacter. Ce n'est pas juste de la désinformation qui finalement ne nous touche pas, elle nous impactait profondément. Il y a plusieurs niveaux, je pense, par rapport à ça. Moi, je pense que sur l'information, notre société a été une société ultra-Covid, c'est-à-dire qu'on entendait parler du Covid à toutes les sauces et à tous les niveaux, les réseaux sociaux, les médias grand public et l'information scientifique aussi. On a d'ailleurs eu des espèces de collusions, de mélange de genres où finalement même les plus grands scientifiques et les universitaires au sens large étaient présents sur tous les plateaux télé, radio, les réseaux sociaux. Ils se sont même retrouvés pris dans un engrenage malgré eux, puisque les réseaux sociaux ont amené cette capacité-là. À titre personnel, nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de garder une certaine forme déjà de professionnalisme et d'expertise quand on pouvait l'avoir dans le champ de nos différentes spécialités, et donc finalement d'être sur des principes habituels quand on est dans le scientifique, c'est-à-dire vérifier les sources d'information, rester critique, rester humble. Par exemple, avec mon équipe, on a édicté des recommandations régionales à la demande de l'ARS sur la partie, on va dire, gestion, par exemple, de la sédation en EHPAD avec des molécules alternatives. On a édicté également des recommandations sur un kit à délivrer aux EHPAD, et ces recommandations étaient relayées à l'échelle nationale ensuite. Quand on a travaillé sur ces recos, clairement, on a eu un modus operandi qui était très clair, c'est-à-dire de prendre des informations validées, publiées, et quand il fallait être créatif pour apporter d'autres réponses, on le faisait avec une base bibliographique, des retours d'expérience, on croisait le tout et on aboutissait à nos recommandations. Donc, sur ces process-là, il faut garder vraiment notre rigueur scientifique. Ce qui a été difficile, c'est le parasitage qui est permanent et qui existe toujours sur l'ultramédiatisation. Et là, je pense qu'il faut quand même être tous très vigilants. Je pense qu'on a fait une grosse erreur, mais ça, c'est pareil, ça n'engage que moi à l'échelle nationale. C'est justement sur la communication des hôpitaux, d'avoir cette communication Covid exclusive. Et par exemple, pour vous illustrer mes propos, c'est finalement, on a tous été mauvais en France sur le fait de communiquer précocement, de façon anticipée, sur le fait que nos hôpitaux continuaient les activités classiques, notamment la gestion des urgences, la gestion de tout ce qui devait être géré dans un temps record.
on a laissé peut-être croire que nos hôpitaux n'étaient devenus que des forteresses à gérer le Covid et ne géraient plus le reste. Et en tout cas, on n'a pas été assez proactif sur le fait qu'on continue à gérer les AVC, les infarctus du myocarde et toutes les urgences. Et je pense qu'on s'est trop focalisé sur cette communication qui mélangeait en plus les genres, parce que c'était souvent d'aller sortir l'héroïsme des professionnels de santé pour dire « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Et peut-être qu'on n'a pas réfléchi au fond à ce que notre communication pouvait aussi engendrer quand elle était trop centrée sur le Covid. Mais ça, c'est quelque chose qui est à l'échelle globale. Après, ce qui est très questionnant aussi, c'est que finalement, on l'a vu, hein, beaucoup d'universitaires, d'ailleurs, ont été piégés eux-mêmes à leur communication, puisque par rapport à une information qui était donnée, 4 ou 6 semaines après, une information contradictoire était donnée par les mêmes personnes sur ces médias, et c'est vrai que ça nous a aussi un petit peu décrédibilisés. Je pense qu'aussi, le temps des réseaux sociaux était beaucoup plus rapide que le temps de la science, en tout cas pour ce qui était d'essayer les nouveaux médicaments, et qu'on s'est fait aussi un peu piéger par ce type d'approche qui nous empêche parfois de travailler aussi sereinement. Donc voilà, nous, en tant que professionnels de santé, il faut qu'on garde notre rigueur habituelle et qu'on apprenne à être toujours critique, mais aussi à rester humble dans ce contexte-là et ne pas se ruer dans la tentation qui est l'hypermédiatisation et puis d'être un petit peu mis sous les feux de la rampe en permanence. Je pense, à titre personnel, que notre boulot, c'est de gérer au mieux cette crise avec tout ce que ça comporte, que ce soit pour des patients Covid, des patients non Covid, et que ça, on doit le faire avec une rigueur et un professionnalisme à toute épreuve. Vous parlez tout à l'heure de la décentralisation au niveau managérial, c'est-à-dire que moi, j'ai pris parti en tant que chef de pôle. Donc, mon pôle, c'est une dizaine de services et environ 400 agents et une soixantaine de médecins. J'ai pris parti d'avoir une communication qui soit rigoureuse et régulière avec l'ensemble des équipes, notamment les cadres de santé, les praticiens hospitaliers, sur un ensemble de facteurs qui étaient à la fois des informations qui étaient d'ordre scientifique, des informations qui étaient d'ordre organisationnel, des informations qui concernaient plutôt le contexte environnemental dans lequel on gravite. Pour vous donner un exemple très concret, sur le déconfinement, puisqu'on est le premier jour de déconfinement, la grande difficulté était de ne pas associer déconfinement et sortie du plan blanc, ainsi que sortie de l'état d'urgence sanitaire. Donc, il a fallu communiquer parce qu'on a aussi beaucoup d'équipes médicales qui ont envie de reprendre leurs activités comme avant, sauf que ce n'est pas possible. Et avec tout ce que ça comporte en termes de modalités. Donc, moi, la communication, elle était claire, c'était d'utiliser notamment le mail, mais aussi toute la communication informelle dans le quotidien, mais surtout le mail avec des écrits très clairs pour accompagner en termes d'information et se rendre à disposition des équipes, parce qu'effectivement, l'information n'a pas circulé de façon homogène partout. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de l'information, on a été victime d'un flot d'informations qui était permanent, parfois dans une même journée, y compris alors qu'on avait des informations qui venaient du ministère de l'ARS, des informations qui étaient contradictoires. Donc, il a fallu un petit peu structurer et synthétiser les choses et surtout communiquer régulièrement, voire anticiper la communication, parce que parfois, une communication mal organisée peut avoir des effets délétères. Le premier enseignement, c'est l'anticipation. Cette crise, elle nous a montré à quel point notre système de santé, qui est un système de santé performant, avait néanmoins matière à s'améliorer en termes d'anticipation, peut-être de crises ultérieures, à différents niveaux, que ce soit au niveau logistique, au niveau médical, au niveau communication et au niveau, par exemple, système d'information. Donc, je pense que l'anticipation, ça devrait être un des grands enseignements de cette crise, c'est de se dire, bon, si ça doit se renouveler, sachant que la crise n'est pas finie, et ça, il faut l'avoir à l'esprit, il faut qu'on soit capable d'anticiper ce qui peut se passer et que quand on voit des messages d'alerte qui nous proviennent, comme là on l'a eu de l'étranger, d'Asie ou même d'Italie, de se dire comment on peut anticiper et comment finalement on peut faire face à d'éventuelles nouvelles crises, sachant que, je le répète, celle-là n'est pas finie. Le deuxième enseignement que je matérialise à travers un mot-clé, ça serait synergie. Clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est une crise qui a mis en avant la nécessité de synergie, alors à la fois privé, public, ville pour l'hôpital, mais c'est également
les professionnels de la santé, les industries et les entreprises à tout niveau, de tout type, que ce soit des grosses industries ou des startups. La synergie, elle s'est vraiment matérialisée à tous les niveaux et je pense que ça, c'est un des mots-clés de cette crise. On est dans un système qui a tendance à favoriser quand même l'individualisme et là, on a vu une synergie à tous les niveaux et c'est elle qui nous a permis finalement de faire face à la crise et de la gérer au mieux. Euh, Moi, je l'ai vécu à titre personnel en tant que professionnel de santé de façon majeure quand il s'agissait de la collaboration entre les établissements médico-sociaux et les établissements sanitaires. Et la synergie est nécessaire. Il faut même qu'on apprenne à être capable d'en donner beaucoup plus de synergie à l'avenir. Et puis le troisième enseignement qui est plus finalement un retour d'expérience en tant que médecin de soins de support et palliatifs et qui a pu pratiquer l'éthique dans des conditions un petit peu particulières à travers cette crise. Ce troisième enseignement, ça serait l'humilité. Parce que finalement, on s'est rendu compte à travers je dirais, un simple virus qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne connaissait pas. Ce virus, pour avoir participé aux activités Covid dès le début, on s'est rendu compte qu'on était face à des tableaux cliniques qu'on ignorait, qu'on découvrait et qu'on a découvert avec le temps. On s'est rendu compte à quel point ce virus mettait à mal à la fois nos systèmes de santé, mais aussi au-delà de ça, notre société, avec finalement un tas de questionnements. Et moi, ce que j'en retiens avec une certaine philosophie, c'est l'humilité. Et on est encore dans une crise qui nous apprend l'humilité. Voilà, donc mes trois enseignements, ça serait donc d'être capable d'anticiper, de mettre en œuvre des synergies et de garder notre humilité.